Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur le stockage de l'information. Alors, dans cette partie, nous allons étudier comment stocker l'information. Attention, messieurs, dames, dans un CD. Oui, je sais, je vous entends déjà, je vois déjà vos remarques. Monsieur, le CD, ça n'existe plus. Je vous répondrai tout simplement que c'est pas moi qui fais les programmes scolaires. Par contre, je vous répondrai également que c'est pas parce que vous êtes né au 21e siècle que vous ne devez pas connaître la préhistoire. Oui, bien sûr, l'iPod a tué, a battu depuis longtemps le CD et effectivement, vous ne vous baladez plus avec 50 bouquins sur vous et 200 CD dans votre poche. Ça serait peut-être un petit peu lourd et je suis pas sûr que ça rentrerait forcément dans le bus ni dans votre sac à dos. Néanmoins, c'est un bon exemple, c'est un bon support qui vous permettra de comprendre comment est stockée l'information numérique. Alors, je perçois votre impatience et sans plus attendre, le fonctionnement du lecteur CD. Alors, comme vous le savez déjà, le fonctionnement du CD repose sur la réflexion d'un rayon laser en direction d'une cellule photoélectrique. Cette réflexion, via un capteur, via la cellule photoélectrique, sera convertie, traduite en données numériques. Allons-y. Alors comment ça marche? D'abord, le CD est constitué de différents substrats, de différentes couches réfléchissantes ou protectrices sur lesquelles on va trouver ce qu'on appelle des sillons avec des creux et des bosses. Ces sillons ou pistes, ici. Voilà. Et vous pouvez voir ici ces fameux creux et ces bosses. En se déplaçant, la tête de lecture ici, qui contient en même temps un émetteur et un récepteur, constitué par une diode laser, une lentille et un capteur photosensible. En se déplaçant, voilà, le disque ici va faire défiler les différentes pistes devant ce capteur. La vitesse du disque n'est pas constante et différente suivant que la tête de lecture se trouve plutôt proche du bord ou proche du centre, afin d'avoir une quantité d'information, une vitesse, une quantité d'information avec un débit constant au niveau du capteur. Ce qui nous intéresse se trouve plutôt ici. Le rayon laser avec une certaine longueur d'onde, ici pour les premiers les premiers lecteurs CD, une longueur d'onde située autour de 780 nanomètres, c'est-à-dire plutôt vers les hautes longueurs d'onde, dans la partie rouge. Donc, ce rayon laser, via un système optique, ici, est envoyé en direction du CD et réfléchi à la surface du CD. Et grâce ici à un système de prisme, une partie du faisceau laser est envoyée vers le photorécepteur. Comme ceci. Voilà. Vous pouvez observer ici, et c'est ça qui va nous intéresser, qu'entre le signal émis et le signal reçu, il y a une distance parcourue qui est différente suivant qu'on ait affaire à que les deux signaux sont sur un creux ou une bosse ou à l'intermédiaire entre les deux. C'est cette information et c'est cette différence qui va être traduite par des bits 0 et 1. Alors, comme vous le voyez ici, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, un plat ne représente pas un 1 et un creux un 0 ou inversement. Les 1, les bits de niveau supérieur, vont être
vont apparaître lorsqu'on a un changement de niveau vers le haut ou vers le bas, c'est-à-dire au moment où on a un creux ou une bosse. Pourquoi? Comment ça marche? Alors voici le principe de fonctionnement. Vous avez ici le disque, le rayon émis et le rayon reçu. Ici, les deux rayons parcourent la même distance, L. Ici et là. Un creux ici, alors on aurait exactement la distance parcourue par le signal émis et le signal reçu serait également identique si les deux rayons étaient dans un creux. On se débrouille lors du gravage de CD à avoir un creux dont la profondeur est rigoureusement égale à lambda sur 4, la lambda étant la longueur d'onde du laser. Alors dans le cas présent, lorsque le faisceau arrive sur un plat, sur un creux ou sur la crête d'une bosse, il n'y a pas de différence de distance parcourue entre le signal émis et le signal reçu. La différence de marche entre les deux signaux est nulle. Et si vous vous rappelez du travail que nous avons mené en début d'année sur les interférences, on dira ici que la différence de marche entre les deux rayons est nulle. Dans ce cas-là, on a des interférences qui seront constructives. Alors, dans ce cas-là, le système optique attribuera une tension basse, c'est-à-dire un zéro, dans ce cas de figure, c'est-à-dire lorsque les deux rayons parcourent la même distance. C'est ce qu'on retrouve ici ou là. En revanche, si le signal émis et le signal reçu ne parcourent pas les mêmes distances, comme c'est indiqué dans le cas présent, ici la distance parcourue par le signal émis sera L, alors que le signal reçu parcourra une petite distance supplémentaire égale à lambda sur 4 pour l'aller et lambda sur 4 pour le retour. Ce qui fait que la différence parcourue par le signal reçu sera de L plus 2 fois lambda sur 4, c'est-à-dire lambda sur 2. La différence de marche entre les deux rayons, lorsqu'on a affaire ici à un creux et une bosse, voilà, le passage par un changement de dénivelé, si vous voulez, dans ce cas-là, la différence de marche ne sera plus nulle. La différence de marche sera égale à lambda sur 2. Et rappelez-vous votre cours de début d'année. Dans ce cas-là, les deux ondes vont interférer de manière à avoir des interférences destructives. Le système optique et le capteur ne recevront plus de lumière à ce moment précis. Le système optique attribuera donc une tension haute, un bit 1 à ce moment précisément. Dès lors, dès que j'ai un changement de dénivelé vers le bas ou vers le haut ici, le signal traduit cela par un bit haut, un 1. On aura ainsi codé l'information sur un CD. Oui, je sais. Maintenant, vous voulez savoir comment augmenter la capacité de stockage d'un CD. Et vous souhaitez également savoir quelle est la différence entre un Blu-ray et un CD traditionnel. Alors, je vous demanderai d'abord de vous rappeler, vous remémorer un petit peu ce qu'on a fait en début d'année sur la diffraction et les interférences. Et notamment, le phénomène de diffraction. Lorsqu'un laser traverse une fine fente, passe par l'intermédiaire d'un objet très étroit, très fin, se produit le phénomène de diffraction. Avec ici la figure caractéristique de ce phénomène de diffraction, avec sa tâche centrale. Donc, lorsque mon rayon laser va passer par l'objectif, le petit système optique du CD, ce rayon va être diffracté. La largeur de la tâche centrale ici sera d'autant plus grande que la longueur d'onde sera grande. Plus lambda est grand, plus L, la tâche centrale, est diffractée. Le problème, c'est que plus le rayon est diffracté, plus on a de chances que le rayon laser chevauche plusieurs pistes. Donc, pour éviter cela, on va diminuer la longueur d'onde du laser en le faisant passer d'une couleur initialement rouge vers progressivement du bleu. Cette longueur d'onde étant
de plus en plus courte, on aura un phénomène de diffraction qui sera réduit, ainsi un laser beaucoup plus précis, ce qui évitera le chevauchement de plusieurs pistes, ce qui perturberait le signal reçu, l'analyse du signal stocké sur le CD. Et de ce fait-là, on va pouvoir également diminuer progressivement la distance entre chaque sillon et la distance entre chaque creux et chaque bosse, permettant ainsi de stocker beaucoup plus d'informations, comme vous le voyez sur les images successives ici. Voilà. Voilà un peu comment fonctionne le laser, et voici sur quel levier sur quel levier on peut jouer pour augmenter la capacité de stockage des CD, c'est-à-dire la longueur d'onde et la distance entre les pistes et les creux et les plats. Voilà. J'espère que cette capsule vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur le stockage de l'information. Vous pouvez maintenant passer à votre questionnaire en ligne et je vous dis à bientôt en classe.